jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h18, on va parler du retour au travail dans les bureaux, de la réforme des retraites, de l'assurance chômage avec François Emeril, le président de la CFE-CGC. Bonjour. Bonjour. Il y a une sacrée actualité sociale, ou pas d'ailleurs. On se demande, la réforme des retraites par exemple. Le président, tout d'un coup, il ouvre de nouveau la boîte de Pandore et dit, avant la fin du quinquennat, je veux une réforme des retraites. Est-ce qu'il a raison ? Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je trouve que le sujet même de la réforme des retraites au singulier est un objet politique difficile à saisir. On voit bien que les partis politiques, on est en période quasiment préélectorale maintenant. Bon, il y a les élections régionales et après, il y a les élections présidentielles qui vont s'ouvrir. Et ça devient un sujet presque de concept. Est-ce qu'on fait la réforme ? Est-ce qu'on la fait pas, etc. Mais c'est méconnaître tout un tas de choses. Mais c'est pas seulement un concept, il y a des dizaines de milliards de déficits. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. Si vous voulez, le système de retraite par répartition, il doit travailler beaucoup par anticipation. Il n'a pas la capacité à faire de la dette. Et donc, il faut créer des réserves. Et donc, pour créer des réserves, il faut anticiper les événements majeurs qui influent sur l'équilibre du régime, que sont les vagues démographiques. C'est la raison pour laquelle, en permanence, le système se réforme. Une des réformes les plus importantes a été celle de 93 qui augmente déjà progressivement le nombre de trimestres cotisés. Exactement. Puis après il y a eu d'autres réformes, etc. Donc ces réformes elles sont censées en fait s'adapter, adapter les populations à la démographie. C'est l'ordre 1. Et puis après il y a les questions de prévision économique. Et vous savez très bien en lisant le rapport du COR que suivant la prévision économique que l'on fait, ça change énormément les prévisions d'excédent ou de déficit. Ouais. Mais là aujourd'hui on a un déficit. Vous dites il n'y a pas d'urgence à augmenter le nombre de trimestres ou l'âge de départ à la retraite, que ça se rééquilibrera dans 10-20 ans. Vous croyez qu'on peut prendre ce type de risque ? C'est pas une question de risque en fait, c'est comme ça que les gens travaillent sur les régimes. Il faut prévoir à 2030, 2040 en fonction d'indicateurs économiques. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'urgence sur les retraites, vous savez, il n'y a jamais d'urgence à faire des bêtises. Voilà. Et quand on augmente par exemple, si c'est une des propositions qui pourrait être sur la table, la durée de cotisation, ça n'a de toute façon d'impact que dans plusieurs années derrière. Donc on est toujours obligé de travailler en précision. Et moi pour tout vous dire, je suis un peu étonné. On sort d'une période dans laquelle quand même tous les régimes sociaux, ils accusent des déficits supplémentaires au motif qu'à cause de la crise et du chômage partiel, ils n'ont pas reçu la part de cotisation qui normalement devrait leur revenir. Donc il ne faut pas prendre des décisions lourdes qui sont liées, qui seraient liées à une situation vraiment conjoncturelle. Alors vous êtes quand même patron de la CFE-CGC, il y avait une idée aussi dans la réforme des retraites, peut-être idée abandonnée pour l'instant, c'était une réforme systémique, c'est-à-dire de mettre fin aux régimes spéciaux, que tout le monde cotise et reçoive sur la base des mêmes règles. Et puis, ça c'était, je pense, votre volonté également, et aussi d'instaurer un système par points, plus transparent également. Le système par points, c'est vous qui l'avez inventé après la guerre avec les régimes complémentaires Agirc-Arrco. Deux choses sur ce que vous avez dit. Oui, un régime par points, ça marche dans la mesure où, dans notre analyse, là encore, il est complémentaire. Effectivement, c'est la CGC à l'époque, en 1946, qui propose la création de l'Agirc pour proposer de rentrer dans le système de répartition pour la partie qui est supérieure au plafond de la sécurité sociale. Donc le dispositif, il fonctionne, on l'a éprouvé, mais simplement, dans notre analyse, il ne fonctionne à ce niveau d'efficacité que parce qu'il est assis sur le régime général et le calcul en trimestre. Après, on peut discuter de cela, effectivement. Mais nous, ce qu'on n'acceptait pas dans le principe de la réforme systémique, c'est qu'il faisait basculer un système qui est éprouvé, qui a beaucoup évolué, qui en permanence est remis en question, qui a une forme d'efficacité dans sa sophistication, dans un système dont on ne savait rien et dont pour lequel on pouvait prévoir une forme de catastrophe industrielle. Ouais. Et le système universel, c'est-à-dire les mêmes droits pour tous, vous êtes pour ou pas ? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on part à la retraite, tout le monde au même âge, sauf s'il y a effectivement des critères de pénibilité qui sont pris en compte, mais qu'il n'y a pas un régime pour les cheminots, un régime pour... Mais vous savez, aujourd'hui, on ne part pas tous au même âge. Quelqu'un qui a fait des études un peu longues et qui rentre dans l'entreprise à 25 ans, de toute façon, il est promis de partir à la retraite à 67 ans. Donc, en fait, il faut juger de la différence et de l'efficacité des dispositifs qui peuvent prendre en compte justement cette diversité. Vous savez, sur les régimes spéciaux, de toute façon, aujourd'hui,
aujourd'hui, la plupart des régimes spéciaux, pour certains, ils sont très petits, ils sont confinés, ils sont fermés. Et moi, le message que je veux donner, c'est qu'on peut encore, là encore, faire un slogan politique du « on a supprimé les régimes spéciaux ». En vérité, ça ne change rien, parce que les droits qui sont acquis dans ces régimes, il faut les servir tout le temps qu'il existe des gens qui sont ayant droit de ces régimes. C'est le cas, bien entendu, pour les transports, pour les énergies, qui par ailleurs se sont réformés et sont en train petit à petit de converger vers les régimes généraux. Donc là encore, c'est très complexe. Et moi, ce que je trouve assez détestable, c'est que les politiques sur les plateaux, ils sont toujours avec leurs arguments de communication, ils enfument tout le monde, ils font du slogan, mais en vérité, ils ne rentrent pas dans cette complexité-là qui, normalement, devrait rendre tout le monde un peu plus intelligent. Donc François Ambril, si je veux résumer le point de vue de la CFE-CGC, si on ne change rien, ni l'âge de départ à la retraite, ni le nombre de trimestres cotisés, ni les régimes spéciaux, tout va très bien, vous êtes comme la CGT en quelque sorte. Moi, je suis comme la CFE-CGC. Je dis pas que tout va très bien. Je dis qu'en permanence, il faut regarder. C'est ce que font les partenaires sociaux dans les différents conseils qui composent ces organismes-là. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut y répondre avec intelligence. C'est ce qu'on fait depuis 70 ans. Et c'est pas si mal ce qu'on fait. On s'en est plutôt pas mal sorti. Il me semble que la gestion de ces régimes, comme d'autres qui sont gérés par les partenaires sociaux, on n'a pas trop à envier de la gestion qui est faite par l'État. Donc voilà, il faut un petit peu se respecter, se parler. Regardez les problèmes qui sont devant nous et puis essayer de les résoudre. La fin de l'obligation du télétravail à 100% pour ceux qui le peuvent, depuis hier, le gouvernement incite les entreprises à créer des accords de télétravail. Est-ce que vous pensez aussi qu'effectivement il faut vite, dans toutes les entreprises, qu'il y ait des accords de télétravail pour répartir désormais le temps de travail entre le bureau et le domicile? Oui, il faut bien entendu faire des accords partout où c'est possible et il faut régler par le dialogue social, il n'y a pas d'autre solution, l'immense diversité des gens. Vous savez, je suis comme tout le monde, hein, je regarde le fil des informations tous les matins et on voit bien la diversité des points de vue qu'il y a. Je voyais un article ce matin, les plus jeunes ne veulent pas revenir au travail. Ouais. Il y a le cas d'Apple, je ne sais plus quel Apple qui proteste contre la politique de retour au travail. Et voilà, c'est ça, les plus jeunes qui disent mais je ne veux pas retourner au travail. Et nous avons aussi des autres populations. Nous avons objectivé ces choses-là qui, pour plus de 40%, ont souffert beaucoup de cette période pendant laquelle ils ont travaillé à domicile. Donc, si vous voulez, le travail d'un syndicaliste, c'est de négocier pour l'ensemble du collectif et donc de représenter à travers un accord écrit, négocié avec l'employeur, eh bien, un dispositif dans lequel celui qui n'a pas tellement envie de retourner dans le cadre normal du travail et la personne qui a beaucoup souffert de travailler chez elle, il faut que tout le monde y trouve son compte. Et travailler à la carte ? Alors, oui, il est probable qu'il faut rentrer dans des dispositions pour l'avenir dans lesquelles il y aura un petit peu plus de choix, d'orientation pour chacun pour y trouver sa place. Mais vous voyez, je voulais rajouter quelque chose, parce qu'en même temps, le travail du syndicaliste, c'est d'une certaine façon de ne pas prendre parti pour lui. Moi, c'est pas mon avis qui compte sur le sujet, c'est trouver l'assemblage de l'accord qui permettra de représenter tout le monde, dans lequel tout le monde aura sa place, et par ailleurs d'avertir chacun qu'il y a un risque quand même à ne plus travailler dans un collectif de travail en présentiel, comme on dit, parce qu'on réduit sa relation avec l'employeur uniquement à une liaison télématique. Et ça se coupe beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, le Conseil d'État examine en référé le recours de plusieurs organisations syndicales contre la réforme de l'assurance chômage. Il ne faut pas la faire non plus, cette réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement ? Ah non, pas du tout. Il faut absolument pas la faire. Cette réforme, elle est assez scandaleuse. Elle part d'un principe que c'est ce que Elisabeth Borne, à son corps défendant, appelle l'esprit de la réforme. Or, l'esprit de la réforme, il est de dire que quelqu'un qui se retrouve au chômage, finalement, n'a pas une attitude suffisamment positive vis-à-vis de sa recherche d'emploi. Alors ça, c'est faux. C'est objectivé. Toutes les enquêtes le démontrent. Bien sûr, il y a des gens qui, entre guillemets, en profitent. C'est comme ça dans toute la société. Et donc, il faut... je ne suis pas contre, travailler et s'organiser pour, d'une certaine façon, un peu encadrer les personnes qui se nichent dans les différents systèmes. Il n'y a pas un peu de laisser-aller en général dans la société sur les gens qui fraudent, sur les abus? On dit, bon, voilà, écoutez, on laisse faire. Il est probable qu'il y ait des abus à tous les niveaux, et y compris, par exemple, certains employeurs, beaucoup, il paraît-il, qui ont fraudé sur le chômage partiel, qui ont perçu des aides. Certaines très grandes sociétés du CAC 40 qui ont perçu des aides et qui ont continué à faire de la productivité à 2 chiffres et qui ont versé des dividendes
en 2020 au même niveau que celui de 2019. Tous ces sujets-là, on peut les regarder. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il faut regarder la situation de quelqu'un qui est au chômage, qui a perdu son emploi, un technicien, un agent de maîtrise, un cadre, qui sont les personnes que je représente, hein, et qui se retrouvent dans une situation très précaire parce qu'ils recherchent un emploi, ils ont 50 ans, ils sont dans une filière où c'est pas si facile que ça d'avoir un emploi du même niveau. Il n'y a pas que ça dans la réforme, il y a le fait que, est-ce qu'il est vraiment normal que quelqu'un qui travaille à mi-temps gagne 5 fois moins au chômage que quelqu'un qui travaille un jour sur 2? Mais moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en permanence, il faut regarder comment adapter les dispositifs pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent paraître, c'est vrai, un peu choquantes. Ouais. Mais moi, ce qui est choquant, au-delà de tout, c'est de considérer par principe que quelqu'un qui est au chômage ne recherche pas activement du travail. Parce que ça génère pour le coup des effets pervers et ça fait peser sur les personnes qui sont déjà victimes du chômage une autre contrainte, ils sont victimes de la réforme. C'est un peu la double peine, je trouve ça vraiment scandaleux.